Donc, après cette introduction, nous allons donc accueillir Anne Freitel, qui est membre du comité scientifique Sève Emploi. Donc, Anne, je vous invite à monter sur scène. Et donc, pour préciser, du fait que vous êtes membre du comité scientifique, vous participez au pilotage national du projet, hein, c'est bien ça? Exactement. Bonjour à tous. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter votre domaine de recherche? Donc, Anne Freitel, je suis socio-économiste à l'Université de Lille et mes travaux portent sur la question des formes d'accompagnement de la part des acteurs du service public de l'emploi au sens large, avec une interrogation sur les formes d'intermédiation qui peuvent être mises en place au profit des personnes les plus éloignées du marché du travail. Très bien. Alors, du coup, pour commencer, j'ai un écho, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des pratiques de recrutement des entreprises? Alors, en principe, le partage d'écran va fonctionner, si tout va bien. Voilà. Oui, j'ai fait quelques slides pour fixer un peu les idées, avoir des représentations graphiques pour appuyer le propos. Je pense que parler des pratiques de recrutement des entreprises, si j'essaye d'être un peu provocante, je vais dire, c'est finalement sortir de l'idée reçue qu'on peut avoir sur la représentation qu'on a du recrutement. Et donc, il y a deux idées reçues qui me semblent importantes de combattre. C'est premièrement que finalement, pour trouver un travail, il faudrait répondre à une offre d'emploi. Et deuxièmement, que les entreprises savent recruter. Alors, si je reprends ces deux idées un peu plus en détail, souvent, quand on parle de recherche d'emploi, on se dit qu'il faut répondre à des petites annonces. Et le graphique montre qu'en fait, quand on interroge les gens et quand on leur demande comment ils ont fait pour rentrer dans l'entreprise et pour occuper leur poste actuel, moins de 10% finalement a répondu à une petite annonce. Et donc, la part des petites annonces dans les procédures de recrutement, c'est les petits ronds que j'ai soulignés en orange. Et donc, c'est une caractéristique assez spécifique des modalités de recrutement en France. On est sur un recrutement qui est majoritairement informel. Les entreprises mobilisent avant tout leur réseau de relations, ou les candidatures spontanées, et très peu, finalement, formalisent leurs besoins de recrutement à travers la publication d'une offre d'emploi. Donc, si on essaye d'avoir une représentation d'ensemble, on a plus de la moitié des recrutements qui ont abouti, qui sont passés par des canaux informels. Et au sein de ces canaux, c'est les réseaux professionnels ou personnels qui sont le premier canal de recrutement. Et ça, c'est quelque chose qui est durable parce qu'on avait les mêmes statistiques en 2005, bien avant le déploiement très important des outils Internet. Et ce déploiement des outils Internet n'a pas changé cette modalité très informelle de recrutement des entreprises. Ça veut dire quelque chose qui me semble très important, c'est que dans un recrutement sur deux, il n'y a pas eu rédaction d'une offre d'emploi en tant que telle. Et donc, ça veut dire qu'il y a une distinction à avoir entre le besoin de recrutement d'une entreprise et le fait qu'elle aille ou non vers la rédaction d'une offre d'emploi. Donc, besoin de recrutement et offre d'emploi sont finalement deux notions très distinctes. Alors évidemment, toutes les entreprises ne recrutent pas de la même manière, ça c'est une statistique globale, mais on sait que les procédures de recrutement informel sont d'autant plus importantes que les entreprises sont de petite taille, que le poste de pourvoir s'adresse à un employé ou à un ouvrier et que le recrutement se fait en contrat à durée indéterminée. Deuxième idée, souvent que l'on a en tête, c'est que finalement les entreprises savent recruter, qu'elles ont une capacité à le faire. Or, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que ça. Premier élément, les entreprises, en fait, ont beaucoup de mal à anticiper leurs besoins de recrutement. Quelque chose qui peut être utile pour représenter cette idée, c'est l'enquête BMO qui est utilisée chaque année par Pôle emploi, qui cherche à lister, à rendre prévisibles les besoins de recrutement sur l'année qui va s'écouler des entreprises. Cette année, BMO nous dit qu'il y aura 2,5 millions de recrutements. C'est plutôt une année haute. En général, on est entre 1,5 et 2 millions de recrutements anticipés. Si on regarde en fin d'année
l'ensemble des recrutements qui ont été effectifs en laissant de côté tout ce qui relève de l'intérim, on est en fait sur un flux de recrutement de 22 millions de recrutements. Ça veut dire que quand on interroge les entreprises un an avant, elles sont à peine 10% à pouvoir dire qu'elles vont effectivement avoir besoin de recruter dans l'année. Donc, elles ne sont pas du tout dans une gestion prévisionnelle de leur recrutement. On est dans une logique de recrutement qui se fait souvent dans l'urgence parce qu'il faut remplacer quelqu'un et que le problème arrive au dernier moment et qu'on a peu de temps après pour réagir et engager la procédure de recrutement. Point important aussi, finalement, les entreprises, quand elles cherchent à recruter, se débrouillent, elles font avec leurs moyens et très peu d'entre elles mobilisent leur service RH. Alors pourquoi? Parce que dans les petites entreprises, souvent, il n'y a pas de service RH, mais même quand il y en a un, il est concentré sur d'autres fonctions, notamment la fonction de paye ou la fonction de formation. Et donc, c'est plutôt le chef d'entreprise qui, tout d'un coup, va prendre sa casquette de recruteur et va engager la procédure de recrutement, ce qui fait que d'un recrutement à l'autre, on peut avoir une manière de procéder totalement différente. Élément aussi important, c'est que les entreprises passent peu de temps à recruter. Dans 2/3 des cas, la procédure de recrutement dure moins d'une journée. Donc, on est vraiment sur la gestion de l'urgence parce qu'il faut faire fonctionner l'entreprise, il faut trouver une solution rapidement. On n'a pas prévu qu'il fallait recruter et tout d'un coup, on s'active pour trouver une solution le plus rapidement possible. Avec un paradoxe qui me semble important à souligner, c'est que finalement, les entreprises, alors même qu'elles sont peu équipées pour recruter, énoncent des difficultés de recrutement, mais en même temps, quand on les interroge face aux difficultés qu'elles ont rencontrées, dans 2/3 des cas, elles disent que si c'était à refaire, elles procéderaient de la même manière. Et donc ça pose une question, c'est que finalement, l'entreprise a du mal à avoir un retour, une forme de réflexion sur le type de recrutement qu'elle a engagé et les difficultés auxquelles elle a fait face, et à repenser du coup sa stratégie. Et il me semble que ça relève du fait qu'en fait, il faut distinguer deux notions. Il faut distinguer la notion d'entreprise et il faut distinguer la notion d'employeur. Spontanément, une entreprise n'est pas forcément en capacité d'être un employeur. On a deux figures distinctes et on a finalement une distance entre la figure de l'entreprise et la figure de l'employeur. Et ça pousse notamment Laurent Duclos à dire qu'il y a un problème d'employeurabilité, c'est-à-dire de capacité de l'entreprise à pouvoir se positionner en tant qu'employeur, ce qui laisse supposer que les problèmes de recrutement ne relèvent pas simplement d'enjeux d'employabilité, comme on l'entend très souvent, mais qu'il y a aussi des leviers à activer du côté de l'entreprise pour l'aider à pouvoir adopter cette posture d'employeur. Merci Anne, parce qu'effectivement, c'est important de savoir tout ça parce que ça permet de lever ces préjugés qu'on a souvent sur les pratiques de recrutement. Et alors, du coup, il serait intéressant maintenant que vous nous parliez des pratiques d'intervention qui existent pour justement mettre en relation les personnes en recherche d'emploi et les entreprises. Alors, il me semble qu'à partir du moment où on sort un peu de la représentation usuelle que l'on a du recrutement, on ouvre finalement des marges de manœuvre pour penser différentes formes d'intervention auprès des demandeurs d'emploi et auprès des entreprises. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que finalement, il y a une pluralité de formes d'intervention qui s'ouvrent aux acteurs du SPE. Alors, pour essayer de schématiser ça, je vais essayer de fixer un peu les idées en questionnant la manière dont il est possible d'accompagner le bénéficiaire, un demandeur d'emploi, une personne en insertion, et la manière dont on peut accompagner une entreprise. Donc, le premier axe en haut du graphique porte sur la façon dont on peut accompagner le bénéficiaire. Il me semble qu'il y a deux grandes postures professionnelles qu'on peut intégrer. Soit on met en condition la personne, soit on va la mettre en situation. Alors, qu'est-ce que j'appelle mettre en condition? Mettre en condition, c'est finalement supposer que le contexte d'emploi est une donnée qui s'impose à l'individu et que cet individu va du coup devoir s'adapter à ce contexte d'emploi. Le conseiller du coup est là pour aider la personne à se signaler au mieux compte tenu des critères usuels de recrutement.
Et on est dans une posture où ces critères de recrutement, du coup, sont pris comme tels, ne vont pas du tout être négociés avec l'entreprise, et tout le travail va porter sur la manière d'améliorer l'employabilité de la personne, l'inciter à se positionner sur des métiers en tension, l'aider à rédiger un CV, une lettre de motivation, lui faire un complément de formation, l'aider à préparer un entretien d'embauche. Donc, toutes les pratiques souvent très traditionnelles que l'on trouve du côté des acteurs du SPE. L'autre posture, à l'inverse, c'est de considérer que, bien évidemment, il y a un contexte local d'emploi qui existe, mais que ce contexte d'emploi ne s'impose pas forcément ni à la personne ni au conseiller, qu'il y a des marges de manœuvre et que, du coup, on peut repenser la manière dont on engage la personne dans sa recherche d'emploi en travaillant avec elle un projet professionnel qui peut lui être propre, indépendamment, par exemple, des enjeux de métier en tension, et que, du coup, ça peut aussi amener l'intermédiaire à positionner l'individu dans des situations de travail pour lui permettre de tester en conditions réelles, si j'ose dire, son projet professionnel. Et cette manière de fonctionner, via cette mise en situation, on va voir que la personne, finalement, a des qualités qui ne ressortaient pas quand on lisait simplement son CV et son parcours professionnel, qu'elle a des compétences sans avoir forcément besoin de passer par le stade de la formation, du coaching sur le CV, la lettre de motivation, etc. Le second contexte, c'est la manière dont on peut travailler la relation avec l'entreprise. Soit on reste à l'extérieur de l'entreprise, soit au contraire, on va plutôt chercher à aller à l'intérieur de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que j'appelle être à l'extérieur de l'entreprise? C'est quand le professionnel, finalement, fait des mises en relation à distance, qu'il se base sur l'information que l'entreprise a pu lui transmettre, par exemple par les offres d'emploi, et donc il en reste à une information extrêmement standardisée et une information très réduite. Parce que finalement, quand on lit une offre d'emploi, je mets au défi un conseiller et aussi un demandeur d'emploi de savoir concrètement le poste qu'il va occuper et ce qu'il va faire une fois rentré dans l'entreprise. À l'inverse, quand on essaye d'aller à l'intérieur de l'entreprise, l'objectif là, c'est d'essayer de saisir les modes de fonctionnement RH de l'entreprise, discuter avec elle, potentiellement faire évoluer des besoins, mais en tout cas, créer des occasions de rencontre et ne pas prendre finalement pour argent comptant ce que l'entreprise peut dire en première intention, sachant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure que l'entreprise est peut-être pas en capacité de bien définir son besoin parce qu'elle a du mal à avoir du recul, notamment par rapport à la gestion quotidienne de son activité. Donc, le conseiller, à ce moment-là, va engager une relation beaucoup plus personnalisée dans laquelle il va pouvoir apporter sa propre compétence et faire émerger des choses qui ne se seraient pas passées s'il s'était simplement centré sur le discours un peu standardisé dans l'entreprise ou la diffusion uniquement d'une offre d'emploi. Alors, si on articule ces deux axes, donc vous avez au niveau horizontal ce qui se rapporte à la façon d'accompagner la personne et au niveau vertical, la façon d'accompagner l'entreprise, on se rend compte qu'il y a notamment deux postures dans la manière d'accompagner demandeurs d'emploi et entreprises. Tout ce qui relève du bleu, c'est ce que j'ai qualifié d'intermédiation. Donc, on est dans une logique assez usuelle de placement, de matching, où finalement, le conseiller est là pour gérer une rencontre ponctuelle sur le marché du travail avec une offre et une demande qui sont déjà formalisées. Le conseiller, finalement, gère un problème d'information et il essaye de mettre en correspondance l'information diffusée par l'entreprise avec l'information qui est véhiculée dans le CV de la personne et donc il complète éventuellement les trous et demande à la personne de s'ajuster. Finalement, le conseiller n'est là que pour faciliter la circulation de l'information, mais finalement, avec ou sans lui, le recrutement se serait passé de la même manière et sur les mêmes critères. À l'inverse, dans le cadran du haut, donc ce qui est le côté orange, on est sur une pratique de médiation où là, le conseiller cherche à aider à l'expression de deux demandes, celle de la personne, mais aussi celle de l'entreprise. Il est là pour façonner ces demandes, pour les aider à s'exprimer, pour leur donner forme, et il considère que la personne comme l'entreprise
doit faire l'expérience des caractéristiques de l'autre en situation de travail et pas simplement sur la base de ce qui peut être écrit sur un CV ou de ce qui peut être écrit sur une offre d'emploi. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas une manière de s'adresser aux personnes, une manière de s'adresser aux entreprises, mais on est sur une pluralité de formes d'intermédiation, ce qui permet du coup de penser autrement les formes d'intervention des acteurs de l'emploi. Merci Yann. Et du coup, j'en profite pour préciser le terme SPE, alors que peut-être tout le monde connaît, mais service public de l'emploi. Voilà, je me permets de le préciser au passage. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser plus, voilà, qu'est-ce que cette pratique de médiation et également quelles implications ça va avoir sur la fonction d'accompagnement, puisque vous avez fait des études spécifiques sur cette thématique? Alors, dans les pratiques usuelles, l'accompagnement majoritairement se conçoit comme un processus linéaire normatif qui se résume par le fait qu'on commence par définir un projet professionnel avec la personne en s'assurant que son projet est bien délimité, cohérent, réaliste, réalisable. Ensuite, on voit les freins qu'il reste à lever pour qu'elle puisse effectivement mettre en œuvre ce projet. On va avoir tendance à lui proposer de se former, se préparer à l'emploi via des ateliers CV, rédaction de lettres de motivation ou coaching pour des entretiens d'embauche. Et à la fin du parcours, il y aura une mise en emploi. Et ce que l'on sait, c'est que souvent ces parcours sont longs et que beaucoup de demandeurs d'emploi dans des postures d'insertion se retrouvent à définir avec plusieurs professionnels, plusieurs fois son projet professionnel et voir ce temps de remise à l'emploi s'éloigner. Donc, ça, c'est la posture usuelle de l'accompagnement avec ce processus, ce modèle linéaire. Il y a une autre manière de penser les choses qui est à travers la notion de médiation, où là, du coup, il s'agit d'être plutôt sur une stratégie qui va laisser la personne définir son projet, mais sur la base d'expériences qu'elle va faire via des mises en situation de travail. Et le conseiller va à chaque fois travailler ce retour d'expérience pour affiner la stratégie. Donc, on n'est pas sur une stratégie qui est définie dès le début, où on a défini un projet professionnel et on décline un plan d'action sur lequel souvent il n'y a pas le temps de revenir. On est sur quelque chose qui se fait chemin faisant, qui parie sur les mises en situation pour faire émerger les difficultés, les traiter et trouver aussi des leviers. Et donc, par exemple, la personne, si on lui dit au tout début de son accompagnement, il va falloir faire 1 an de formation, elle risque de ne pas être forcément très favorable à cette perspective. Mais si la personne a fait l'expérience d'une situation de travail, qu'elle s'est rendue compte qu'en effet, il lui manquait un élément de compétence essentiel et que l'expérience de travail qu'elle a vécue est cohérente avec ce vers quoi elle souhaite aller, alors le projet de formation deviendra beaucoup plus facilement discutable, acceptable et la personne ira en formation. Donc, c'est cet effet d'aller-retour, ce processus itératif qui permet de travailler les choses progressivement avec la personne. Mais la médiation repose sur un autre pilier aussi, c'est travailler en parallèle avec l'entreprise. Tous ces temps de mise en situation de la personne sont aussi des occasions pour le conseiller d'aller en entreprise et de discuter en entreprise, de saisir finalement des opportunités via les mises en situation de travail, qui va permettre d'engager une discussion avec l'entreprise sur les profils de salariés qu'elle recherche, sur les difficultés qu'elle peut avoir dans son activité au quotidien, et du coup de pouvoir lui proposer un appui, un accompagnement, là aussi, qui va se construire chemin faisant. Donc, sur la médiation, on est sur un mode de fonctionnement qui prend en compte 2 demandes, la demande de la personne en insertion, mais aussi la demande de l'entreprise qui va émerger progressivement du fait des contacts réguliers qu'on va avoir à l'entreprise. Donc, ça conduit à élargir finalement la notion d'accompagnement et sortir de la représentation un peu schématique qu'on peut avoir de l'accompagnement, où l'accompagnement, ce serait un face-à-face entre le conseiller et une personne au sein d'un bureau dont on ne sort jamais. Et donc, ça, c'est ce que j'essaye de schématiser là.
La représentation usuelle de l'accompagnement, on est sur l'idée que c'est une représentation, qu'on est sur ce face-à-face entre le conseiller et la personne. On sait que dans ce type de relation, il peut y avoir des effets d'injonction. Donc souvent, c'est le conseiller qui prescrit ce que la personne doit faire et on n'est pas totalement sûr de la capacité de la personne à adhérer pleinement à ce qui est proposé. On peut être dans des pratiques aussi qui créent des effets de psychologisation. Donc, on considère que si la personne n'arrive pas à retrouver un emploi, c'est qu'elle n'a pas la volonté, qu'elle n'a pas les compétences. Donc, on individualise un petit peu les causes du chômage en oubliant tous les éléments de contexte qui peuvent aussi expliquer une partie des difficultés. Avec la stratégie de médiation, on est dans un schéma de l'accompagnement beaucoup plus global. Si on regarde le petit cercle, le premier élément que j'ai mis en avant, c'est qu'il y a une flèche qui va de la personne au conseiller et pas simplement du conseiller à la personne. Cette possibilité pour la personne de pleinement participer à la définition de la stratégie proposée et de son projet professionnel est permise par les mises en situation de travail qui sont autant d'opportunités d'engager une discussion avec le conseiller, d'être sur un retour sur l'expérience de travail qui a été menée et d'être donc du coup dans une discussion conjointe, itérative avec le conseiller. Mais du coup, partir sur une mise en situation de travail, ça veut dire qu'on prend en compte aussi le contexte d'emploi, les opportunités qui peuvent être saisies par le conseiller. Et donc, le conseiller travaille aussi avec tout son territoire et les acteurs du territoire. Mais évidemment, tout ne repose pas sur le conseiller. Et cette question de la médiation, ce n'est pas simplement un enjeu de professionnalité avec ce qui relèverait des bons conseillers et des mauvais conseillers. Pour que de telles stratégies puissent s'opérer, ça suppose aussi qu'il y ait un cadre de travail pour le conseiller, une organisation qui soit accueillante vis-à-vis de ces pratiques de médiation. Et donc, typiquement, si le conseiller est noté, se voit imposer des indicateurs de reporting dans la manière dont il travaille avec l'entreprise et que ces indicateurs de reporting, c'est combien d'offres d'emploi vous avez collectées à la fin du mois, on voit très vite que ça ne va pas permettre au conseiller de développer une autre forme de professionnalité. Donc, ça suppose que l'organisation de travail laisse un espace pour consacrer du temps à d'autres formes d'intervention auprès de l'entreprise et trouve des indicateurs de mesure de l'activité qui favorisent ces formes d'intervention auprès de l'entreprise. Donc, ça montre aussi que souvent, on peut avoir tendance à dire finalement, on n'a pas de marge d'action parce que les dispositifs tels qu'ils ont été pensés par la puissance publique, par les pouvoirs publics, verrouillent la manière de procéder. Mais en fait, dans le cadre d'un dispositif donné, il y a des marges de manœuvre qui permettent de réintroduire le contexte local et qui interrogent aussi la posture du conseiller, mais également ce qui se produit au sein d'une organisation donnée. Mais merci beaucoup, Anne, parce que ça nous permet vraiment de comprendre ce qu'est la médiation, qui est un concept intéressant et complexe. Et comme vous le dites, il y a vraiment une question de contexte aussi, mais des marges de manœuvre qu'on n'imagine pas forcément sans avoir toutes ces informations. Alors du coup, peut-être je vous propose de désactiver le partage d'écran, à moins que vous souhaitiez partager d'autres choses. Alors, désactiver, voilà. Et donc, dans la foulée, je vais donc présenter le programme Save Emploi en lien avec cette approche de médiation. Et ensuite, je vous proposerai de revenir pour qu'on échange ensemble sur les différentes questions qui ont été posées à la fois sur le chat et à la fois sur la première demi-journée. Merci beaucoup, Anne.